Comme annoncé, donc, je reçois maintenant Daniel Amouni, président de la FCPE, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Daniel Amouni. Bonsoir Gismi. J'allais dire, ce déplacement en métropole, on va d'abord parler de quelque chose qui... Il y a eu cette promotion d'abord au niveau de la FCPE, on en a déjà parlé. Pas une élection plutôt. Une élection. Voilà, il n'y a pas de promotion dans cette association, mais des élections. Et effectivement, j'ai été élu en septembre de l'année dernière administrateur national de la FCPE. Administrateur, ça veut dire ça veut dire que, comme toute association, donc on a un conseil d'administration. Donc je suis président départemental de la FCPE, donc j'ai un conseil d'administration au niveau départemental. Et donc là, c'est l'échelon au-dessus, donc au niveau de la fédération, où il y a également donc des administrateurs qui sont là pour gérer la FCPE, donc au niveau national. D'accord. Et ce dernier déplacement en métropole, c'était pour ? Alors donc chaque année donc il y a un renouvellement du conseil d'administration donc par tiers, donc il y a de nouveaux administrateurs qui arrivent, il y a des administrateurs qui partent, il y a ceux qui restent puisqu'on a un mandat de 3 ans et donc chaque année en début d'année on se rencontre pour mettre en place le planning des réunions, départager les responsabilités, les délégations. La FCPE est une fédération donc nationale qui a des représentations dans un certain nombre d'instances, mais également des partenaires. Et donc, il faut se répartir le travail tout simplement. Et donc, c'est l'objet de cette réunion. Et puis, comme il y a des nouveaux qui arrivent, donc il y a aussi donc un séminaire de travail pour intégrer les nouveaux. Comme moi, j'ai été intégré l'année d'avant, même si on n'a pas pu faire le séminaire à cause du Covid. Donc, du coup, ça a été mon premier séminaire également. D'accord. Et dans le contexte actuel, surtout, il y a le contexte sanitaire, mais vous avez également un grand rendez-vous l'année prochaine, tout à fait, en juin 2022. Tout à fait. C'est cette assemblée générale donc de la FCPE. Tout à fait. Donc, comme je disais, la FCPE donc organise chaque année son congrès statutaire, donc congrès annuel, et où on remplace le tiers des administrateurs, où on vote les rapports, donc ce qu'on appelle communément une assemblée générale, et elle se déroule dans un département différent chaque année, qui donc fait suite à un appel à candidature auprès des CDPE, et donc la FCPE a candidaté donc cette année pour organiser le congrès national de la FCPE à La Réunion l'année prochaine. Donc nous avons cet événement-là. À ceci viendra s'ajouter les 70 ans de la FCPE de La Réunion, parce que la FCPE de La Réunion a été créée en 1952. Et donc ce sera l'occasion à la fois de recevoir pour la première fois le congrès national à La Réunion, et c'est la première fois que la FCPE se déplace dans un département d'outre-mer, et on fêtera donc nos 70 ans. Si on fait, on va faire un bilan en 20 minutes de 70 ans de la FCPE à La Réunion, mais quel regard le président actuel de la FCPE porte sur l'évolution de l'éducation de du temps d'existence de la FCPE des 70 ans? Alors, j'étais pas là il y a 70 ans, non, mais non, de toute façon. C'était... Vous ne le faites pas 70 ans. Non, je ne le fais pas, merci. Mais c'est vrai que la FCPE a eu c'est une vieille dame aujourd'hui quelque part, même si 70 ans ça reste jeune quand même. Et il y a eu effectivement forcément une évolution, mais c'est une évolution qui s'est faite aussi au travers de la FCPE, sur toute la France, puisque la FCPE nationale, elle a eu 75 ans l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc, l'éducation, l'école de manière générale a beaucoup évolué. En 1952, on sort des années donc c'est les premières années de la départementalisation. Donc il y a tout à faire à La Réunion, il y a tout à faire. Et donc il y a eu des combats, il y a eu des avancées, tant au niveau donc de l'éducation, mais aussi au niveau de la FCPE en tant que telle. Et aujourd'hui, le regard que l'on peut passer, c'est qu'on a une histoire, on a comment dire ça, un vécu, et beaucoup de personnes sont passées par la FCPE, et cette richesse on le constate puisque souvent quand on rencontre des personnes, ils ont à un moment donné croisé la FCPE dans le cadre de leur vie, soit en tant que élève,
mais aussi, surtout en tant que parents. Et cette histoire, ce sont les valeurs que nous portons, qui nous est transmis donc par ceux qui étaient là avant nous. Et aujourd'hui, nous avons cette volonté de continuer et à transmettre à ceux qui viendront après nous. Mais le contexte a changé. Nous sommes dans une période qui est beaucoup plus difficile, dans une période où chacun est plutôt centré sur soi, où on a du mal à s'investir pour les autres. Et c'est quelque part... notre investissement au sein de la FCPE, c'est aussi pour dire aux parents, pour dire aux autres, vous avez votre place au sein de la FCPE, vous avez votre place en tant que parent d'élève, prenez votre place, venez travailler, venez nous rencontrer, venez échanger avec nous et venez contribuer à la réussite de nos enfants et faire évoluer l'école. C'est peut-être un paradoxe de dire ça, mais en 70 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été créées, qui ont été construites, qui ont été faites, mais un paradoxe, je ne sais pas si ça a à voir avec le problème, le contexte sanitaire, mais on a l'impression qu'il y a eu une saturation, qu'on plafonne, il y a beaucoup de choses de fait, mais ça ne s'est pas emboîté, ça ne se met pas en marche automatiquement ou mécaniquement. Et on a l'impression qu'on fait du surplace et même qu'on régresse par rapport aux moyens que cette société dispose, mais on ne sait pas, on n'arrive plus à faire avancer la machine. On peut effectivement avoir ce sentiment et souvent on constate dans les actions que l'on peut mener ou dans les démarches que l'on mène aussi auprès des différentes instances, collectivités, qu'on a l'impression effectivement d'avoir affaire à un mur en face de nous et que effectivement on n'avance pas, voire que même on a quelques retours en arrière. Il y a la place des parents dans l'école. Aujourd'hui, on a l'impression que les parents sont plus dehors que dedans parce qu'on a plus tendance à fermer des établissements. Donc, on avait eu des avancées, effectivement, où la place du parent était reconnue, du moins acceptée, mais c'est jamais facile. Même avant la période Covid, c'était pas évident de rentrer, parce qu'il y a le discours qui est de dire il faut intégrer les parents à l'école, et puis il y a dans les faits où, quelque part, on essaye pas vraiment de les intégrer, mais plutôt de les cadrer, de les contrôler. Et ce n'est pas ça la place du parent. Le parent, il n'est pas là pour être contrôlé dans l'éducation nationale, il est là pour contribuer à la réussite des enfants. On est là dans la coéducation et c'est ce qu'on défend, et on a parfois le sentiment que cette coéducation, elle n'est pas forcément comprise, ou du moins elle n'est pas forcément voulue par l'ensemble de la communauté éducative. On a surtout l'impression que les partenaires de l'éducation nationale trouvent que les parents c'est un peu lourd à gérer, à composer avec eux. Aujourd'hui, celui qui a le pouvoir sur l'éducation essaye de vraiment de le garder au plus près de lui ou d'eux. Et ce n'est plus on arrive, j'ai connu cette période-là où on rentrait dans le lycée, il n'y avait pas ces barrières de 2 mètres, 2 mètres 50, on avait vraiment l'impression d'arriver dans un établissement scolaire. Aujourd'hui, tout est verrouillé, les grilles sont de plus en plus hauts, les portes sont toujours automatisées. C'est incroyable. Mais je ne critique pas l'éducation nationale pour ça, hein. Je pense que c'est une volonté aussi de protéger les enfants contre toutes les formes de délinquance et de violence. Mais malgré tout, à l'arrivée, l'école se referme sur elle-même. Oui, moi j'ai également connu cette période. Je me rappelle le lycée où j'étais, où les portails étaient grands ouverts. Pierre Bouvet. Tout à fait, quand on fréquentait à Saint-Benoît, où il y avait les cocotiers, où on pouvait s'asseoir sur les cocotiers pendant la récréation, aller rencontrer notre camarade qui était dans le lycée d'à côté, et on se retrouvait sur cette place-là on n'avait pas encore mis la barrière pour séparer exactement. Aujourd'hui, on a 2 entités totalement isolées qui ne se parlent pas. Les enfants, les élèves, en tout cas pendant la journée, ne se parlent pas, ils ne se voient pas, ils ne se fréquentent pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, il y a une certaine forme de violence qui s'est développée. Alors que, puisque on est quelque part des étrangers. Alors que de notre temps, c'était notre camarade qui était à côté. Oui. Et donc du coup, nous, ça va pas à côté pour les batailles. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bagarre. C'est pas ce qu'on dit. Il y a toujours eu parfois des tensions, mais on a effectivement le sentiment aujourd'hui qu'on a franchi un cap, et quelque part, c'est à force de cloisonner,
il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange entre les établissements. À la rigueur, le cloisonnement, c'est pas ce qui me dérangerait le plus, parce que si c'est pour protéger les élèves, je peux comprendre ça. Mais que ça sert aussi que l'école se referme sur elle-même, ça c'est dommage. Tout à fait, mais si aujourd'hui on est arrivé à protéger, c'est peut-être parce qu'à un moment donné on a commencé à cloisonner justement et que ce qui s'est développé malheureusement par la suite, c'est ces phénomènes de violence parce qu'on devient des étrangers les uns pour les autres. Donc je dis pas qu'il fallait pas fermer les établissements, ça on peut pas le savoir, mais c'est vrai que c'est différent. C'est vrai qu'aujourd'hui on entend souvent malheureusement parler de violence devant les établissements, parce que comme ils sont plus dedans, ils le font devant, et que du coup, on a encore tendance à vouloir se renfermer encore plus. Et puis, il y a cette, j'allais dire, cette violence qui se déplace, qui sont de moins en moins dans les écoles, mais de plus en plus dans les quartiers. Tout à fait. Mais est-ce que c'est la violence qui est sortie de l'école pour aller dans le quartier, ou est-ce que c'est le quartier qui vient dans l'école et qui quelque part, comme ils sont refoulés, on va dire, et c'est tant mieux si c'est pour venir faire des violences, donc forcément c'est bien de les refouler. Mais quelque part cette violence, effectivement, comme ils ne peuvent plus se retrouver à l'intérieur de l'établissement, ils se retrouvent à l'extérieur, et bien souvent, comme je disais, c'est devenu souvent on se bagarre parce qu'il y a des clans qui se forment. Moi je suis de tel lycée, toi tu es de tel lycée, je suis de tel quartier, donc il n'y a plus en fait d'échange, et c'est ça qui crée la violence. Donc on a une société effectivement où la violence se développe. Il y a aussi les phénomènes de réseau, les phénomènes de médias, les phénomènes de mode en fait, et avec les réseaux, tout ça est amplifié. Et même au sein même de l'équipe, des équipes éducatives, on voit que ce n'est plus cette ambiance qu'il y avait avant, ces relations entre collègues qui n'existent plus. Les gens viennent travailler avec vraiment une posture différente. Il y a une rigueur, on ne se parle plus beaucoup, si ce n'est que pour le travail. Là aussi, ça a évolué. Les enseignants, ils font partie de la société, donc ce qu'on retrouve dans la société, on le retrouve aussi au niveau des adultes, dans les établissements et ailleurs. Donc je parlerai pas pour les enseignants parce que c'est un domaine que je maîtrise pas, et on a des relations avec les syndicats d'enseignants, mais c'est pas pour autant qu'on va dire qu'on est informé de tout ce qui s'y passe. La seule chose que moi aujourd'hui, ce que je peux dire, ce que je retiens, c'est que le nombre d'enseignants qui démissionnent de l'éducation nationale sur rupture conventionnelle, et donc il faut une rupture conventionnelle pour pouvoir changer de métier, est en augmentation, et de plus en plus. Ce qui veut dire que quelque part, il y a quand même un certain malaise au sein des enseignants, puisque de plus en plus, malheureusement, ils font ce choix de dire j'arrête parce que j'en peux plus, parce que ça me convient plus, parce que c'est pas... Parce que le cadre a évolué. Oui. D'une part, la relation avec les élèves a évolué. Le cadre scolaire, le cadre même de l'école a évolué, et puis on ne part plus à l'école avec cette envie de transmettre aux jeunes un savoir, et parfois quand on regarde les profs, on en a plus l'impression que c'est un travail qui est pesant, quoi. Alors, heureusement qu'il y en a encore, et c'est une grande majorité d'enseignants qui aiment leur métier et qui croient encore, mais parfois c'est vrai que même ceux qui sont encore dans cette croyance-là, dans cette foi de dire je fais un beau métier, je transmets, parfois ils sont désabusés eux-mêmes, mais ils baissent pas les bras. Il y a ceux effectivement qui quittent, et c'est fort heureusement une petite minorité, très petite minorité, et c'est tant mieux, mais il est vrai que quand on discute par exemple avec les représentants des syndicats, eux-mêmes ils sont désabusés parce que ils ne sont plus aujourd'hui considérés par leur employeur comme étant, je dirais, une pièce maîtresse dans la politique de l'éducation. Ils sont de plus en plus maltraités, ils sont de plus en plus précarisés, ils sont de plus en plus, on leur dit, vous n'avez pas le choix, soit vous faites, soit vous dégagez. On n'est plus dans la gestion, on va dire, humaine
des employés, c'est devenu quelque part des petits soldats qui doivent être aux ordres et qui ne doivent pas discuter les ordres et qui, même dans le cadre de la pédagogie dont ils ont la liberté, ils sont souvent encadrés, parce qu'on a même le ministre qui a sorti des méthodes. C'est pas le rôle du ministre de sortir des méthodes, à ma connaissance. Donc, il y a effectivement aujourd'hui un sentiment où ils se sentent plus respectés comme ils devraient l'être, un peu déclassés, et du coup, oui, ça c'est devenu un métier qui devient de plus en plus difficile, et il faut vraiment en vouloir, et il faut aussi, je pense, quelque part les encourager et les soutenir, parce que on a besoin des enseignants, parce qu'on a besoin d'eux pour pouvoir justement instruire, former nos enfants à devenir les citoyens de demain, former, éduquer, coéduquer avec les parents, les enfants. Il y a un autre élément qu'il va falloir prendre en compte, c'est que les jeunes aujourd'hui, quand ils ont leur licence ou ils ont un master et qu'on leur demande d'aller à l'école, enfin ce qui a été l'école normale, pardon, et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on leur demande d'y aller, et c'est incroyable le nombre de jeunes qui au bout d'un an changent de filière. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une formation pour devenir enseignant. Devenir enseignant. Mais aujourd'hui, les jeunes ne restent pas longtemps. Oui, alors déjà, à la base, le master qu'il prépare, les prépare à toute forme d'enseignement. Et il y a aussi la formation. Il n'y a pas que l'éducation nationale. Donc c'est un diplôme qui leur permet, s'ils le souhaitent, d'aller travailler comme formateur ou de créer leur entreprise de formation, ou bien évidemment d'aller dans l'éducation nationale, que ce soit public ou privé d'ailleurs. Donc il y a ça à la base, et après oui, il y a une formation de 2 ans, donc Master 1, Master 2. Ça permet aussi, justement, parce que parfois on découvre, on n'est pas fait pour ce métier. Oui. Parce que, encore une fois, il faut découvre le métier, il faut aimer, il faut vouloir devenir enseignant. Et d'ailleurs, il faut vouloir gérer une classe de 25 à 30 jeunes. Tout à fait. De 5 ans à 18 ans, qu'on ne connaît pas avant, si c'était facile de gérer des jeunes qui avaient une forme d'éducation où l'obéissance était quelque chose de naturel. Aujourd'hui, la contester, se rebeller en classe, c'est ça la nouvelle forme. Oui, mais après, tout s'apprend. On apprend à gérer une classe, on apprend à gérer des élèves, tout comme un salarié demain qui travaille dans une entreprise, reçoit du public, apprend à accueillir le public, apprend à gérer les éventuelles agressions, que ce soit verbales ou autres. Donc, et tout s'apprend. Mais le métier d'enseignant, c'est pas que ça. Le métier d'enseignant, il faut justement avoir de la patience, il faut vouloir transmettre, il faut être à l'écoute, notamment des tout petits. Et après, on est enseignant dans le premier degré, dans le second degré, c'est pas la même chose. Voilà, donc on n'est peut-être pas fait pour enseigner dans le premier degré, on est peut-être fait pour le second et vice versa, ou pas du tout. Donc il y a des stages effectivement pendant ces 2 ans où ils vont juste pouvoir voir concrètement ce que c'est que le métier et se dire oui, c'est ce que je veux faire, ou alors je vais faire autre chose. Et puis parce que derrière, il y a effectivement un diplôme, mais après, il y a un concours à passer pour devenir enseignant. C'est pas parce qu'on a son Master 2 qu'on est automatiquement enseignant. Donc, ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, il faut repenser globalement l'éducation. Et là, je parle de l'enseignement, bien sûr. À la FCPE, nous le disons, il y a une certaine cohérence dans ce que dit la FCPE depuis des années. Les programmes sont trop lourds, les rythmes scolaires ne sont pas les bons, les moyens sont manquants, le nombre d'élèves par classe est trop lourd. Donc oui, il faut revoir. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec la pandémie qui nous est tombée dessus, il y avait eu... Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la part du ministre et autres de dire l'après-Covid, enfin l'école après-Covid sera plus la même. Or, on constate que c'est toujours la même chose, voire même pire. Rien n'a été fait concrètement pour justement changer cette vision assez archaïque, parce que l'école que nous avons aujourd'hui dans son organisation, elle remonte de l'après-Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il est peut-être temps que
l'école évolue dans son organisation. Parce que les programmes, on nous dira qu'ils évoluent. Et encore, ça par contre, c'est peut-être pas forcément une bonne chose que ça évolue trop vite ou trop souvent. Donc des réformes, on fait des réformes, on n'a pas le temps d'évaluer une réforme qu'on a déjà une deuxième réforme. Donc voilà, il faut se poser, il faut réfléchir à comment on organise l'école, comment on organise les établissements, comment on organise les classes. Est-ce qu'aujourd'hui, le système de classe tel qu'elle est, elle est toujours le bon? Est-ce qu'il faut s'inspirer des modèles suédois, danois, etc., qui sont parmi, je rappelle, les premiers au classement PISA, qui fonctionnent différemment, avec des classes décloisonnées, etc., etc. Donc, on n'a jamais vraiment eu cette réflexion en France parce que on est contraint malheureusement les gouvernements par les calendriers électoraux et on veut aller vite, on veut avoir des résultats rapidement et on prend pas le temps en fait de la réflexion parce que parfois ça demande, il faut peut-être réfléchir plusieurs mois et non pas se dire au bout d'un mois ou enfin peu importe le délai, mais dès qu'on est élu de se dire on va changer les choses. Non, il faut aussi prendre le temps aussi de faire le bilan, faire l'inventaire et de dire voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui fonctionne pas, voilà ce qui manque. En moyen, il n'y a plus d'infirmières dans les écoles, il n'y a plus de médecins dans les écoles. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on en a besoin. Et que du coup, on est obligé de faire appel à de l'extérieur. Je vous propose, Daniel Amouni, c'est que jusqu'au mois de juin, oui, on essaye de regarder l'évolution, de voir qu'est-ce qui a marché, et à la rigueur, de voir si on peut voir dans quel sens il faudrait faire évoluer l'école pour les mois et les années à venir. Je pense que c'est une très bonne proposition et on y adhère. Et puis, on va essayer aussi d'aller à la rencontre des parents pour voir ce qu'ils en pensent, eux, de l'école. Et si je peux me permettre, parce que je pense qu'on va arriver à la fin de l'émission, je profite pour dire aux parents on a parlé de violence tout à l'heure, on a parlé de ces phénomènes-là, le 20 novembre, la FCPE vous donne rendez-vous sur le parvis des droits de l'homme à Champfleury pour dire stop à la violence en milieu scolaire. Merci Daniel Amouni. Merci. Je rappelle donc que vous êtes président de la FCPE. On reviendra on va vous accompagner également jusqu'à ce congrès national de la FCPE à La Réunion et voir un petit peu comment l'école a évolué en 70 ans à La Réunion. Merci pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.